Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames, Messieurs, afin de ne pas soumettre ma mémoire à une épreuve laquelle elle pourrait, n'ayant pas résisté, n'étant pas aussi perpétuelle qu'elle pourrait être, je vais donc utiliser mon petit texte et vous dire le plaisir que j'ai de vous présenter les lauréats du prix et du crédit de recherche de la Fondation Becalès 2018, cette année consacrée à la cardiologie. Le jury, composé des professeurs Didier de Canière, Jacques Melin, Luc Pirard, Marc Renard, André Chêne, Jean-Louis Van Oersted et moi-même, a octroyé le prix de la Fondation Becalès 2018 à M. Philippe Inger pour son mémoire intitulé Diagnostic and Therapeutic Strategies in Multiple Heart Valve Disease. Les crédits de recherche de cette même fondation furent attribués à Madame Alexia Hulin pour son travail intitulé Deciphering Cellular Contribution to Heart Valve Homeostasis and Disease. C'est donc, comme vous l'entendez, la problématique des valvulopathies, loin d'avoir disparu malgré le déclin du rhumatisme articulaire aigu, tant sur le plan clinique pour M. Inger que sur le plan fondamental pour Mme Hulin, que le jury a voulu reconnaître et mettre en évidence. Le professeur Philippe Inger, diplômé médecin de l'ULB en 1982, spécialiste en cardiologie en 1987, agrégé de l'enseignement supérieur en 1995, a exercé le mandat de chef de clinique à l'hôpital académique Erasme jusqu'en 2013. Est actuellement chef de service de cardiologie au CHU Saint-Pierre à Bruxelles depuis 2015. Expert reconnu internationalement en échocardiographie, il est auteur et co-auteur de plus de 100 publications au chapitre de livres. Son travail dans le domaine des valvulopathies multiples a recueilli l'unanimité du jury en raison de la qualité des travaux réalisés, permettant de proposer aux cliniciens des stratégies rationnelles face à des décisions parfois difficiles quant à l'attitude thérapeutique à adopter, en particulier s'il y a lieu d'intervenir chirurgicalement ou par méthode interventionnelle, quel type d'intervention et combien de valves traiter. Il est considéré comme le spécialiste européen le plus compétent dans ce domaine des valvulopathies complexes et multiples, comme en atteste une toute récente publication au nom de la Société européenne de cardiologie dans la prestigieuse revue américaine Circulation. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord de remercier l'Académie et le jury du Fonds Becalès pour l'obtention de ce prix. Alors, les affections valvulaires cardiaques sont essentiellement sténosantes lorsque leur ouverture antérograde est réduite, régurgitantes lorsque leur fonction physiologique anti-reflux est altérée et mixtes lorsqu'il s'agit d'une combinaison de ces deux phénomènes. Alors, elles sont le plus souvent monovalvulaires, mais dans 10 à 20% des cas, c'est-à-dire chez 10 à 20% des patients porteurs de valvulopathie, elles sont plurivalvulaires, comme ce schéma le montre. Et elles peuvent poser des problèmes diagnostiques et thérapeutiques, en particulier parce que ces polyvalvulopathies sont susceptibles d'induire des interactions hémodynamiques qui peuvent être importantes au point parfois d'invalider certaines techniques diagnostiques utilisées pour les affections monovalvulaires. Elles sont aussi caractérisées par le peu de littérature qui a jusqu'à ce jour été consacrée à ces pathologies, comme en témoigne en particulier le peu de place qui leur est accordée au sein des guidelines, ces fameuses recommandations sur lesquelles nous basons actuellement nos stratégies diagnostiques et thérapeutiques. Alors, permettez-moi d'illustrer cela par le cas de cette patiente âgée, porteuse d'une sténose valvulaire aortique, que vous pouvez voir ici. Donc ici, la valve aortique très calcifiée s'ouvre très très mal et qui va faire l'objet d'un geste percutané, l'implantation d'une prothèse par un abord vasculaire, une procédure que l'on appelle le TAVI. Alors, cette patiente est par ailleurs porteuse, comme vous pouvez le voir sur l'image de gauche, d'une régurgitation valvulaire mitrale qui est assez conséquente, vous pouvez la voir ici, et vous pouvez remarquer qu'après intervention de la valve aortique, c'est-à-dire d'une autre valve, cette régurgitation mitrale va spontanément et considérablement se réduire. Alors, c'est évidemment
extrêmement heureux comme phénomène, et ceci est retrouvé chez environ 2/3 des patients. Malheureusement, chez 1/3 des patients, la fuite valvulaire mitrale qui est associée à la sténose aortique soit ne se réduit pas, soit même a tendance à se majorer en post-procédural. Et il est pourtant évidemment fondamental de pouvoir prédire cette évolution post-opératoire, puisqu'elle permet, le cas échéant, d'éviter un double geste, soit chirurgical, soit percutané, dont on sait que la morbidité et la mortalité sont considérables. Alors malheureusement, il n'y a actuellement que peu de facteurs prédictifs de l'évolution post-opératoire, et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité nous attacher à essayer de définir certains de ces facteurs pronostiques qui permettraient de prédire une évolution post-opératoire favorable et donc d'éviter par là un geste interventionnel lourd. Et nous avons, dans un premier temps, évalué de manière quantitative les variations de la fuite valvulaire mitrale, utilisant diverses méthodes quantitatives qui toutes ont montré une amélioration de cette régurgitation valvulaire mitrale. Toutefois, comme on peut le voir dans le graphique du bas, le paramètre qui était le moins modifié après la chirurgie valvulaire mitrale était l'évaluation par la méthode PISA de l'orifice régurgitant mitral. En tout cas, beaucoup moins que l'évaluation du volume régurgité par cette même méthode PISA ou l'évaluation simple par planimétrie Doppler-couleur de la régurgitation mitrale. Et ceci est important parce que cela permet d'une part de bien comprendre que cette évaluation de l'ERO, l'orifice régurgitant mitral, est beaucoup moins dépendante des conditions de charge, et que d'autre part, cela permet de se fier plus à ce paramètre pour savoir ce qui va se passer en post-opératoire d'une chirurgie valvulaire aortique. Dans un second temps, nous avons voulu savoir si l'implantation d'une prothèse petite par rapport aux mensurations du patient, une situation connue et appelée mismatch patient-prothèse, nous avons voulu savoir si cette situation avait un impact sur la régression de la fuite mitrale. Nous avons pu montrer, et cela est visible ici à droite, que les patients porteurs de ce fameux mismatch patient-prothèse étaient susceptibles d'avoir une moindre amélioration de la fuite valvulaire mitrale, quel que soit le paramètre utilisé. Enfin, nous avons voulu savoir si le type de prothèse implantée pouvait jouer un rôle, et nous avons, par une méta-analyse, colligé tous les résultats disponibles à ce moment, permettant de montrer que les prothèses percutanées qui sont implantées à l'aide d'un ballonnet, et on voit ici sur ce petit schéma la manière dont la procédure est réalisée, sont associées, par opposition aux prothèses auto-expansibles, comme celle-ci à gauche, à un plus grand pourcentage d'évolution favorable et à un nettement plus petit pourcentage d'évolution défavorable après la procédure, permettant d'insister chez ces patients-là sur le type de prothèse à implanter. Bon, ensuite, souhaité réaliser une recherche bibliographique extensive afin de pouvoir obtenir une base de données permettant de mieux appréhender les pièges diagnostiques et la physiopathologie des affections polyvalvulaires. Et nous pouvons voir par exemple sur ce graphique à double entrée les divers pièges diagnostiques qui sont mis en exergue, et cela pour chacune des combinaisons de valvulopathie. Pour terminer, nous avons tenté d'élaborer une stratégie diagnostique et thérapeutique applicable à la plupart des situations communément rencontrées en clinique, tenant compte du nombre, de la sévérité et du type de valvulopathie, tenant compte de la symptomatologie qu'elles induisent et des répercussions globales en termes de fonction ventriculaire, de pression pulmonaire ou en termes rythmiques, et cela afin de pouvoir proposer à chaque patient une approche individualisée qui sera discutée au sein de l'équipe médico-chirurgicale qui est susceptible d'être impliquée chez ce type de patient, équipe extrêmement importante qui s'appelle le Heart Team. Je voudrais vous remercier pour votre attention.